C'est bon. Deuxième. Wow, je savais que j'allais bégayer au bout d'un moment. Ouais, c'est bien, on pourrait faire le bêtisier après. Salut tout le monde, aujourd'hui on est sur une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on est à l'école internationale de manga et de l'animation et on sera en compagnie de madame Claire Pellier, la directrice générale de cette école. Aujourd'hui on aura de multiples questions à lui poser, donc à propos de l'univers des mangaka, de leur édition et aussi à propos de son parcours et de cette école. Elle arrivera après notre générique qui sera dans 3, 2, 1, c'est parti. Yeah, they hate, but they broke us. And when it's time to pop, they a no shit. Yeah, I'm pretty, but I'm local. The loud got me moving slow mo. Hey, yo, Tweety, what up? Hey, yo, Keys, what up? That other nigga, he a bozo. This a man, you don't know. We got liquor by the boatload. Disrespect the life, that's a no-no. For my nigga dressed in that rojo. I ride for my guys, that's the bro code. Baby gave me half, that's a no-no. Donc voilà, on est en compagnie de madame Claire Pellier, la directrice générale de cette école. Donc bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir acceptés. Donc on aura beaucoup de questions à vous poser. Donc la première question qu'on aura à vous poser, ça sera à propos de votre parcours. On voulait savoir quel parcours avez-vous effectué afin d'en venir à ce poste. Oula, alors moi j'ai un parcours qui est complètement atypique. En même temps, à l'heure actuelle dans le manga, il n'y a pas vraiment de parcours typique, puisque jusque-là, il n'y avait pas de formation à proprement parler. Donc la plupart des mangaka jusque-là sont autodidactes, et moi pour en arriver jusque-là, alors c'est pas tout à fait autodidacte, parce que je suis passée par un master en arts plastiques et métiers de l'enseignement, et après je suis partie me former directement au Japon aussi, auprès d'une mangaka japonaise qui s'appelle Nao Yazawa, à Tokyo. Et c'est de par mon ancien métier de professeur d'art et par cette formation-là que j'en suis venue petit à petit à donner des cours de manga et puis à monter une première école et à monter la deuxième parce que les élèves de la première école de loisirs voulaient devenir professionnels. Voilà. Ah, d'accord. Ensuite, on voulait savoir quelles ont été vos inspirations qui vous ont amené à choisir ce parcours, la source et les origines et même qui vous y a conduite. Alors, les inspirations qui m'ont amené à choisir ce parcours. Ça a été différentes sources d'inspiration. Déjà, ça a été tout simplement le manga en lui-même. Moi, j'ai découvert le manga dans les années 2004-2005, quelque chose comme ça. Et c'est l'influence de gens comme Masashi Kishimoto, comme Tite Kubo, Oba, Obata, tous ces gens-là, qui m'ont donné envie de faire du manga. Et ensuite, en fait, c'est en rencontrant certains mangakas français également, comme Tony Valente, comme Elsa Brandt, comme Guillaume Lapère, que effectivement, ça a continué de m'inspirer en fait. Pour arriver à une structure comme celle de Leima. Et après mes inspirations, on a énormément beaucoup travaillé avec, beaucoup travaillé avec des maisons d'édition comme Kana, comme Ankama, Kiyun, enfin vraiment des gens qui nous épaulent, qui nous aident et qui nous ont permis de faire une formation de la meilleure qualité possible. Donc ça a été plein de sources d'inspiration comme ça, entre les éditeurs, entre les auteurs, entre des amis aussi qui sont illustrateurs, qui sont graphistes, qui sont caractère designers, concept artistes. Et tout ça mis bout à bout m'a amené jusque-là. D'accord. Ensuite, on voulait savoir si vous auriez alors quelques conseils en parallèle avec votre parcours pour nos spectateurs qui nous regardent, et même étant désireux de s'approcher du monde du manga ou de l'animation. D'accord. Alors je suis pas sûre que les spectateurs aient envie de devenir directeur ou directrice d'école de manga, mais par contre, pour tous ceux qui veulent devenir mangaka et qui à mon avis sont beaucoup plus nombreux que ceux qui veulent ouvrir une école de manga, alors en termes de parcours déjà j'aurais du mal à pas vous recommander de faire un parcours comme celui de Leima parce qu'évidemment je vais prêcher pour ma paroisse, puis si j'étais pas convaincue que notre formation était bien, elle existerait tout simplement pas, j'aurais pas faite. Mais pour tous ceux qui soit se préparent à suivre un parcours, donc que ce soit Leima ou que ce soit une autre école, soit à travailler de leur côté, parce qu'encore une fois la plupart des mangaka à l'heure actuelle sont autodidactes. Bon, bientôt il y a ceux qui sortent de notre école donc ils le seront plus tous. Dessiner tous les jours, au moins 1 heure par jour, parce que les progrès se font par une pratique régulière. Le dessin c'est quelque chose avec lequel on peut pas tricher, on peut pas comme en maths, en géo, ce que vous voulez tout bosser d'un coup et progresser comme ça par bond. Et ne vous arrêtez pas à dessiner juste ce qui vous plaît, parce que ça c'est le travers de la plupart des gens qui commencent à dessiner. C'est génial de dessiner par passion et par envie, mais ça suffit pas pour en faire un métier. Si vous voulez en faire un métier, il faut savoir tout dessiner. Le bazar qu'il y a dans votre chambre, la pile de bouquins sur votre bureau, une perspective à 4 points de fuite, à 3 plutôt. Tous les trucs que vous n'avez pas envie, il va falloir les faire parce que vous en aurez besoin et vous ne pourrez pas tricher. Ensuite, un dernier conseil, parce que je pourrais vous en donner pendant des heures et des heures, mais pour faire un abrégé, les histoires qui vous plaisent, analysez-les. C'est-à-dire, posez-vous la question de pourquoi elles vous plaisent, comment elles fonctionnent, comment les personnages ont été introduits, comment les éléments perturbateurs ont été introduits,
comment ça se passe en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu une histoire intéressante. Et celles qui vous plaisent pas, faites la même chose. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne pas en fait? Qu'est-ce qui fait que vous n'ont pas accroché, le personnage il était nul, l'intrigue elle était pas assez développée. Donc c'est vraiment en vous questionnant sur toutes ces choses-là que vous allez réussir petit à petit à progresser pour faire des histoires. Ah si, et dernier conseil, finissez. Parce que on est face à plein de jeunes qui font éternellement un premier chapitre. Et ils le retravaillent, ils le retravaillent, ils le refont, et leurs 50 premières pages, ils les font une première fois, une deuxième. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Non, c'est faux ce que je dis. Évidemment, ça sert à quelque chose. Vous progressez en dessin, vous progressez en narration, vous progressez en découpage. Mais ce sera toujours beaucoup moins formateur que de faire des petites histoires de 30 pages, de les finir et de passer de l'une à l'autre. Parce que tout ce que vous saurez faire en refaisant éternellement un premier chapitre, déjà vous ne serez pas édité, parce que vous n'aurez qu'un premier chapitre, et ça suffit pas pour être édité. Mais en plus, vous aurez appris à faire un début, mais vous ne saurez pas faire un développement, vous ne saurez pas faire un climax, vous ne saurez pas faire une fin. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des histoires courtes. Les premières seront nulles, mais elles s'amélioreront au fur et à mesure, mais pour avoir un vrai recul et pour vraiment apprendre à gérer toutes les parties du récit. D'accord, il faut qu'en fait leur dessin devienne un élément de leur vie, vraiment, que ce soit vraiment... Pour devenir auteur de manga, en fait, il faut déjà être auteur. Oui. Donc savoir faire du scénario, savoir faire du découpage, savoir faire de la narration. Il faut aussi savoir diriger des comédiens parce qu'il faut créer des personnages, il faut les mettre en scène, donc il faut aussi être metteur en scène, il faut être costumier, il y a énormément de choses en fait à prendre en compte et juste aimer dessiner, c'est génial, mais c'est pas suffisant. Ensuite, on voulait parler de vos deux écoles. On voulait savoir si vous pouvez nous en parler. Oui. Parce qu'on a fait quand vous en avez deux. Non, j'en parle pas. C'est confidentiel. Alors, Toulouse, la première en fait à avoir été créée, c'est Toulouse Manga, qui maintenant s'appelle Toulouse Manga Gakuen. C'est une école de loisirs. En fait, l'idée, c'est que les gens qui ont envie d'apprendre à dessiner, qui ont envie d'apprendre à raconter, qui ont envie de faire de la couleur, tout ça, viennent. On enseigne aussi le japonais et le coréen. Donc, qui viennent, qui fassent des cours. S'ils font pas leurs devoirs, c'est pas grave, c'est du loisir. S'ils s'arrêtent l'année d'après, c'est pas grave, c'est du loisir, c'est vraiment par plaisir. Donc les élèves se font un petit programme à la carte, ils choisissent les cours qui les intéressent, ils les mettent dans l'ordre qu'ils veulent, et ils se forment comme ça. Parce que ces élèves-là voulaient ensuite devenir professionnels, j'ai créé l'EIMA, donc l'École internationale du manga et de l'animation. Celle-là, c'est une école professionnelle. Donc le principe, c'est d'amener l'ensemble des savoir-faire, des compétences et des savoirs nécessaires à nos élèves pour qu'ils puissent être professionnels dès leur sortie de l'école. Donc là, c'est du lundi au vendredi. Les cours vont de 9h du matin à 19h. Le nombre d'heures de cours par semaine, c'est entre 15 et 25 heures. Par contre, la charge de travail, c'est de 45 à 80 heures par semaine. C'est pas par plaisir de les voir souffrir et de les voir crever parce qu'on adore voir nos élèves passer comme des zombies. C'est parce que derrière, les métiers dans lesquels ils vont travailler, storyboarder, concept artist, character designer, mangaka évidemment en tête, c'est des métiers qui ont vraiment des horaires aussi soutenus qui sont extrêmement chronophages. Donc si nos élèves, là, on les coucoune pendant 3 ans en mode non mais faites des grasses mat et puis dormez bien, le problème c'est qu'ils vont sortir de là, ils seront super contents, mais par contre quand ils vont prendre le monde du travail dans la figure, ça va leur faire bizarre. Donc notre idée c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aient notamment l'organisation et les compétences de travail nécessaires pour pouvoir travailler tout de suite. On voulait savoir quels sont les parcours et ses différentes branches, ainsi que les matières poursuivies dans le cadre de l'enseignement. Alors, le parcours, je vais peut-être orienter ça vers vous, de manière à ce que ce soit plus simple. Donc, on a 2 parcours différents. On a ce qu'on appelle le tronc commun. Donc, le tronc commun, en fait, c'est entre 2 et 3 années. En fait, c'est toutes les bases pour pouvoir commencer à l'issue des 3 ans à travailler en tant qu'illustrateur, concept artist, character designer, beginner, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle. Ensuite, il y a des spécialisations. Donc, les élèves là passent un premier niveau de validation. Et ensuite, ils passent donc sur les spécialisations, soit en manga, soit dans le bloc illustration, concept art, character design, soit en animation. Et on a un deuxième parcours, mais qui n'est pas encore ouvert à l'heure actuelle, parcours animation. Donc soit animation japonaise en 2 à 3 ans, l'idée étant qu'ensuite les élèves aillent directement travailler au Japon, et qui peut ensuite déboucher sur animation occidentale. Ce parcours-là, il n'est pas encore ouvert parce que, tout simplement, pour rentrer en animation, il faut déjà être excellent en dessin. Et la plupart des gens qui ont postulé chez nous, en fait, n'avaient pas un niveau en dessin suffisant pour pouvoir rentrer directement dans ce parcours-là. Il y a vraiment une grande différence entre l'animation et le manga. En fait, manga, évidemment, il faut savoir dessiner, c'est mieux. Mais animation, il faut vraiment être très très bon en anatomie, en mouvement, etc. Manga,
si vous voulez passer du temps sur une case, si vous voulez prendre des références, etc., ça fonctionne. Animation, en fait, un animateur, il est payé à la page, donc il a intérêt à faire énormément de pages. Ah oui, Donc il peut évidemment prendre des références, mais il peut pas se permettre de passer un quart d'heure sur des mouvements intermédiaires d'une pause. c'est vrai. Vous me parliez des matières aussi, effectivement. Ça dépend des années. Globalement, dans le parcours, on va avoir du dessin, évidemment. On va avoir de la colorisation traditionnelle, donc c'est tout ce qui est aquarelle, acrylique, feutre, colorisation digitale. Ils vont avoir du manga, évidemment. Ils vont avoir du storyboard, ils vont avoir de l'illustration, du character design, du concept art. Ils vont avoir également des cours de droit, gestion d'entreprise, fiscalité et comptabilité, pardon, de manière en fait à pouvoir sortir de là, enfin pouvoir sortir de l'école avec un statut entrepreneurial, puisque la plupart des élèves travailleront en freelance. Ils ne seront pas salariés, donc c'est important de savoir comment on se déclare, à qui on paye ses cotisations, toutes ces choses-là. Ils ont aussi de l'histoire de l'art, de l'histoire du manga, ils ont du suivi de projet, ils ont de l'anglais, ils ont du japonais en option, ils ont du coréen en option. Ils ont du cinéma, ils ont du théâtre, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il fallait diriger les personnages, donc il faut être capable en fait de comprendre un personnage. Et plein d'autres matières, j'en oublie à chaque fois, mais voilà, globalement c'est un petit peu l'essence du cursus. D'accord. Ça fait beaucoup de matière. Ouais, c'est pour ça que c'est en 3 à 5 ans. Ça fait beaucoup d'heures de cours et beaucoup d'heures de boulot à la maison aussi. Ouais, je vois ça. Quels sont vos partenaires et vos contacts autant en France qu'à l'étranger? Alors en France, on a la chance de pouvoir compter sur des partenaires parmi les maisons d'édition, quelques-unes des plus grandes maisons d'édition françaises, puisqu'on travaille avec Kiyun, on travaille avec Kana, on travaille avec Ankama, on travaille avec Akata, on travaille avec Kazé, on travaille avec Dupuis, enfin on travaille avec beaucoup de gens. Et au Japon, on a aussi des programmes de partenariat avec des universités, donc notamment une université et une école à Tokyo. On a également des contacts avec des mangaka et avec des maisons d'édition. Pour l'instant, ces partenariats-là sont en train, avec le Japon, sont en train de se mettre en place petit à petit. On envisage des échanges d'élèves, on envisage des choses comme ça. Mais notre but, c'est vraiment que les élèves travaillent en France. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de partenariats avec des maisons d'édition françaises qu'avec des maisons d'édition japonaises. Ensuite, on voulait savoir par rapport aux étudiants, quels sont les profils recherchés, quels sont les critères de recrutement pour les futurs candidats, et doit-il se préparer d'une quelconque façon? Alors se préparer, oui, complètement. Je vous invite à revoir la partie de la vidéo sur laquelle je dis comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à devenir mangaka ou pour rentrer à l'EIMA. Globalement, on recherche des qualités. On cherche des gens curieux, on cherche des gens ouverts, on cherche des gens passionnés, mais pas seulement par le manga. Être passionné de manga, c'est pas suffisant pour être mangaka. Je suis désolée. Il faut être passionné par d'autres choses, parce qu'en fait, un mangaka, c'est un auteur, et un auteur, c'est quelqu'un qui a des choses à dire et à raconter. Donc si tout ce que vous avez à raconter, c'est le fait que vous adorez les mangas, ça va être compliqué. Ça peut être sur plein de choses, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la richesse en fait humaine. C'est-à-dire soit les parcours de vie, soit le fait que les gens se sont intéressés à plein de choses, et ont du coup plein de choses à raconter. Après, on cherche des gens aussi qui maturent, et motivé, c'est même pas le mot tenace, vraiment tenace en fait, parce que comme je disais tout à l'heure, l'EIMA c'est entre 45 et 80 heures par semaine. Sur le papier, on est nombreux à se dire allez, ça va être génial, de toute façon je vais faire du dessin, ça va être trop bien. Dans les faits, quand vous êtes en période de deadline, que vous avez votre manga à finir, que vous avez le prof de Colodigi qui vous a donné du boulot en même temps, il y a 3 mois, mais vous êtes artiste, donc vous faites tout au dernier moment, sinon c'est pas drôle. Qu'en plus de ça, vous avez illustration. Et puis que votre prof de dessin vous a donné 40 croquis à faire la semaine dernière, généralement, là, vous commencez à avoir une petite crise d'angoisse et à attaquer les nuits blanches. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important en fait d'être super tenace, d'être super motivé, d'être déterminé. Et de pas perdre de vue le but final, c'est-à-dire le but c'est pas de rentrer à l'EIMA, le but c'est d'être mangaka, ou illustrateur, ou concept artiste, ou character designer. Si vous rentrez à l'EIMA en mode ça a l'air cool, il y a de la lumière, je vais rentrer. Globalement, je pense que les gens tiennent une semaine à peu près. Non, allez, 2, parce que la première semaine, on est cool. La deuxième aussi, la troisième, les devoirs débarquent, et là, généralement, ils commencent à avoir la petite goutte de sueur. C'est déjà arrivé qu'il y a eu des abandons? Ah oui. Alors là, cette année, en fait, c'est la première année où on n'a pas d'abandon. Donc, je croise les doigts, je touche du bois, tout ça. On n'a que des élèves super motivés et super déterminés, mais sinon, d'habitude, en fait, on a chaque année un abandon par classe. Parce que même si on fait un recrutement sur la base de stage de sélection, y a quand même des gens qui se rendent pas compte de ce que c'est réellement, et nous, on a beau faire de notre mieux, on n'arrive pas toujours à déceler le fait que les gens parfois se fourvoient sur la quantité de travail qu'il y a à effectuer.
Puis sur comment ça va se passer aussi, parce qu'il y a plein de gens qui se disent oh, mais je vais vivre dans un manga, ça va être trop bien. Non, vous n'allez pas vivre dans un manga, vous allez faire un manga. Et ça n'a rien à voir. Quelles sont vos propositions d'accueil pour des étudiants qui sont à l'étranger, qui veulent venir à l'EIMA? Alors, on n'a pas de logement, on n'a pas d'internat, on est un centre de formation professionnelle. Hein. Après, on est une petite structure, puis c'est assez familial en fait comme école. Donc du coup, évidemment, on file un coup de main, c'est-à-dire que quand on a des étudiants qui arrivent, qui ont plein de questions, qui connaissent pas la France, qui connaissent pas la ville, etc., on est là pour répondre à leurs questions, pour les aider, pour les appuyer. Parfois, ça peut passer jusqu'à aller faire des démarches administratives avec eux, à la CPAM, aux impôts, ce genre de choses, on adore. L'idée, c'est vraiment de les épauler autant que possible, mais on peut pas leur proposer de solutions toutes prêtes en fait. Pour l'instant, là, on est en train d'y travailler, mais ça prend du temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent espérer à la fin de leur étude, les étudiants qui viennent à l'EIMA. Alors, ça dépend vraiment en fait du parcours qu'ils se sont choisis, mais ils peuvent espérer plein de choses. Alors déjà, la première chose qu'on dit systématiquement et sur laquelle on insiste, tous nos élèves ne seront pas mangaka. Évidemment, c'est ce qu'on vise, évidemment, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, on fait tout pour, mais ce serait complètement illusoire et ce serait même mensonger que de dire aux gens, mais oui, évidemment, vous serez tous mangaka derrière. Donc l'idée, c'est évidemment de faire en sorte qu'ils puissent tous l'être, mais que s'ils ne le soient pas, ils soient illustrateurs, concept artistes, character designers, qu'ils soient dans l'animation, le jeu vidéo, des choses qui sont super intéressantes aussi, le cinéma. Je vais prendre l'exemple de notre promo, la première promo qui a terminé en septembre, là. Dans cette promo-là, on en a 2 qui sont partis vers les métiers de l'édition, qui travaillent vraiment sur des dossiers. On en a un qui fait ses projets, qui est plus dans le domaine de l'auto-édition, Ulule, choses comme ça. Et ensuite, on en a une autre qui est en train en fait de se spécialiser vers le jeu vidéo. Et le jeu de rôle, le jeu de plateau. Alors, si vous avez déjà mis au point une œuvre ou dessiné un manga ou autre chose. Alors, à la base, moi j'avais un projet de manga sur lequel je travaillais avant d'ouvrir Toulouse Manga, donc la première école, mais qui n'a jamais été terminé parce que j'ai commencé à enseigner, donc à monter Toulouse Manga, et que j'ai pris un tel plaisir à enseigner et à voir le projet de mes élèves, enfin les projets de mes élèves prendre forme, que du coup j'ai laissé le mien de côté. Après, non, j'ai fait, comme je me suis formée au Japon, j'ai fait des one-shots, donc des histoires courtes. Mais vous les trouverez nulle part, parce que c'était des exercices. Donc non. On a effectivement, moi en tant que directrice, non, mais j'ai envie de dire que c'est même pas grave, parce que les gens qui enseignent, eux par contre, oui. Et c'est ça le plus important. Donc aussi, on voulait savoir, c'est une question, comment on peut devenir mangaka? Est-ce qu'il existe un autre moyen en France en dehors de vos écoles? Pour faire simple, en fait, l'EIMA, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que là où, en bossant tout seul chez vous, vous allez mettre, 10-15 ans peut-être à atteindre un niveau, là, du fait d'avoir des professionnels derrière, d'avoir l'émulation de groupe, etc., ça permet d'accélérer énormément le processus d'acquisition des compétences. L'autre avantage de l'EIMA, c'est le carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a des éditeurs qui viennent chaque année pour rencontrer les élèves, pour voir les travaux, etc., là, nos élèves qui sont sortis l'année dernière, ils ont tout le carnet d'adresse des éditeurs, ils savent déjà quels éditeurs sont intéressés par leur projet, ils savent à qui l'envoyer. Et on en a même certains, c'est les éditeurs qui les contactent pour savoir où ils en sont de leur projet, parce qu'ils n'en ont pas encore entendu parler et qu'ils ont fini depuis 4 mois. Ça, c'est possible de l'avoir de son côté. Ça implique énormément de boulot, ça implique de se déplacer sur des salons, ça implique de se prendre des portes dans la figure un nombre assez conséquent de fois, parce que quand vous êtes un petit jeune qui va voir un éditeur pour avoir des retours, l'éditeur il a souvent autre chose à faire que de vous faire une critique détaillée de votre manga. Il a plein d'autres dossiers à traiter. Mais c'est complètement possible. Enfin, vous prenez Tony Valente, il l'a fait en autodidacte. Vous prenez Guillaume Lapère, il l'a fait en autodidacte. Vous prenez Renaud Lemaire, il est autodidacte. Enfin, tous ces gens-là se sont forgés eux-mêmes jusque-là. Donc maintenant, effectivement, qu'il y a des écoles comme la nôtre, il y en a d'autres qui existent, il y a la possibilité d'avoir d'autres chemins. Mais jusque-là, en fait, il n'y a jamais eu un chemin tout tracé. Quels sont vos mangas et animés qui vous tiennent à cœur et que vous conseillerez? J'ai failli spoiler la question suivante. Ouais, c'est vrai. Pour ça, j'ai eu peur. J'aime beaucoup Naruto parce que c'est un des premiers mangas papier sur lesquels je me sois penchée et que je l'ai lu pendant 10 ans. Donc autant dire qu'au bout d'un moment c'est devenu un membre de ma famille. J'aime beaucoup Bleach pour l'efficacité de découpage et de narration graphique de Tite Kubo. Tout ce qui s'agit de guider le regard du lecteur dans une page, il est excellent.
vraiment un grand maître pour ça. J'aime beaucoup Death Note pour le scénario que je trouve absolument phénoménal, surtout sur la première partie de Death Note, hein, je spoilerai pas plus. J'aime évidemment beaucoup Radiant, qui est absolument un bijou, un chef-d'œuvre. En animé, j'aime beaucoup le Full Metal Alchemist Brotherhood, donc la deuxième version, celle qui suit le manga. Je pense que c'est peut-être un des animés qui m'a le plus touché, ému et fait pleurer. Ah bah oui, Shingeki no Kyojin. Oui, forcément. Comment est-ce que j'ai pu faillir l'oublier? Donc l'attaque des titans. Ouais, génial. Absolument génial. Si, je suis d'accord avec vous. 100%. Quels sont les mangaka que vous préférez et que vous conseillerez, et aussi bien scénaristes que dessinatrices? Dessinateur, excusez-moi. Non mais vous me posez des cols. Alors, je vais faire simple, je vais reprendre ce dont je parlais il y a 2 minutes. Déjà Tony Valente, aussi bien pour le dessin, le découpage, la narration que le scénario. Vraiment, il a un cheminement du personnage qui est super intéressant. Et Tony, un truc que j'ai adoré, on en discutait une fois, il me disait mais moi j'ai pris des phrases d'hommes politiques et je les ai mis dans la bouche de mes personnages. Et c'est génial, c'est-à-dire que quand vous relisez Radiant et que vous réalisez que les personnages, donc les antagonistes la plupart du temps, ont des discours qui ont été prononcés par des hommes politiques français que je ne citerai pas, ça donne un nouveau relief à l'ensemble qui est absolument formidable. Alors je sais jamais si c'est Oba ou Obata qui... Je suis désolée, je confonds les deux en permanence, mais de toute façon l'un et l'autre, aussi bien pour le scénario que pour le dessin. Au niveau du dessin, moi j'ai une grosse affinité avec Tite Kubo. Ouais, mais après on reprend, au niveau du scénario, je trouve que Shingeki no Kyojin, Full Metal Alchemist, ils ont des scénarios absolument géniaux aussi. Oh, très joli parce que très poétique. C'est Silent Voice qui est magnifique déjà. Ouais, c'est par l'humour, Tomis. Je suis en train de chercher le titre. Anti-sèche. Yoshitoki Oima. To Your Eternity. Nous-mêmes dans notre groupe, il y a des préférences. C'est quoi votre préférence entre l'animation et le manga? Vous préférez quoi? Oui, je me fasse tuer là. En fait. Je peux pas répondre. Je peux pas répondre en fait. Je dirige une école du manga et de l'animation. Je sais pas si vous voyez le problème si je me positionne. J'ai une préférence pour le manga, mais j'adore l'animation aussi. Mais j'ai quand même une préférence pour le manga. En fait, dans ma pratique à moi, l'animation, par exemple, j'ai jamais été portée sur l'animation. Je trouve ça rébarbatif. Par contre, travailler sur le manga, je trouve ça génial. C'est-à-dire le fait de travailler sur des ellipses entre chaque case, puisque c'est ça, c'est raconter une histoire en faisant des abstractions de temps. Je trouve ça vraiment génial. Mais ça, c'est ma pratique personnelle. Après, à regarder, je crois que j'ai regardé tellement d'heures d'animation et j'ai lu tellement de mangas que c'est à peu près kiff-kiff. Je suis désolée. Voilà, ça c'est la réponse politiquement correcte. Ensuite, notre question c'était, est-il déjà arrivé qu'il puisse naître une confrontation, une rivalité entre mangaka, si vous saviez J'en ai pas d'exemple, mais l'inverse m'étonnerait fort. Donc oui, je pense qu'il y a dû y avoir des rivalités, des choses comme ça. Au Japon, pas vraiment, parce que c'est une grande industrie et en fait ils ont tendance à penser que le succès des uns permet le succès des autres. C'est-à-dire que s'il y en a un qui vend plein de mangas et qui a plein de super auteurs, forcément ça va rayonner sur le manga dans son ensemble. En France, il y a forcément une compétition qui fait que c'est encore une fois une maison d'édition, c'est une entreprise. Donc l'idée est évidemment d'avoir la meilleure part du marché possible, de vendre le plus de livres possible, d'avoir le meilleur public possible. Mais après, je connais pas de rivalité de maisons d'édition qui se tirent dessus ouvertement dans les journaux, la presse, etc. ou qui se font des mauvaises pubs les unes avec les autres. Enfin, on est quand même entre gens intelligents. Et bien bienvenue, vous avez du travail. Voilà. Non, que vous dire que effectivement c'est un métier, c'est des métiers, parce que je vais parler des différents métiers auxquels on prépare à l'AIMA. C'est des métiers qui demandent énormément d'investissement, qui demandent des sacrifices, ne serait-ce qu'en termes de temps, parce que quand vous bossez sur vos pages pour devenir mangaka, vous n'êtes pas avec vos potes ou avec votre petite amie ou avec votre famille. Enfin, vous pouvez, mais potentiellement ils vous regardent dessiner. Mais c'est quand même très très chouette de faire un métier qu'on aime et d'être content de se lever tous les matins pour le faire. Voilà, moi c'est une des chances que j'ai, notamment parce que j'aime beaucoup le fait de diriger ces écoles. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens en fait, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot moyen dans tout ça, mais voilà, si vous voulez quelque chose, la seule personne qui peut vous empêcher d'y arriver, c'est vous. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arriveront. On aura une rubrique informative où il y aura beaucoup plus de vidéos, où on aura d'autres thèmes qui parleront à propos d'autres mangas, où on informera certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup, bonne journée.